Bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui explore les nouvelles façons de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Je suis Johan Darquest et dans chaque épisode, je vous propose un regard décalé, éclairé et profondément humain sur les enjeux RH, managériaux et sociétaux d'aujourd'hui. Prêt à remettre du sens, de la conscience et de l'intelligence collective au cœur de nos pratiques? Alors c'est parti! Alors bonjour et bienvenue dans Capital Humain 3.0 pour un nouvel épisode. Alors on parle souvent de performance économique, de résultats, d'indicateurs et de chiffres. Mais derrière les bilans, il y a une autre réalité, celle du coût caché de la démotivation, de l'absentéisme, du désengagement silencieux. Alors ces pertes invisibles pèsent lourd. Certains avancent jusqu'à 14 000 € par collaborateur et par an selon certaines études. Et pourtant, elles sont rarement comptabilisées dans les tableaux de bord. Alors comment faire de ce coût une opportunité? Comment transformer la fatigue organisationnelle en levier de valeur durable? Alors aujourd'hui dans Capital Humain 3.0, on va plonger au cœur de cette question avec un expert qui depuis des années œuvre à remettre l'humain au cœur des modèles de performance. Donc Jean-Christophe Villette, psychologue du travail, dirigeant du cabinet Équilibre, accompagne depuis plus de 20 ans les entreprises dans la mesure et le développement de leur performance sociale. Ensemble, nous allons explorer une conviction forte, que la performance économique ne peut plus se concevoir sans performance humaine, que la valeur d'une organisation se lie autant dans ses bilans que dans ses relations, du coût caché au levier stratégique, du désengagement à la conscience collective. Bienvenue dans cet épisode de Capital Humain 3.0 que j'ai intitulé « Du coût caché au levier de la valeur, repenser l'humain comme actif stratégique ». Bienvenue Jean-Christophe, je suis très heureux de t'accueillir dans cet épisode. Bonjour Johan, je suis également très heureux de participer. Merci pour ton invitation et quel beau titre. Écoute, c'est en échangeant avec toi que notre discussion nous a inspiré et ça m'a paru très important de parler de cette thématique qui est pas toujours en fait très traitée et je pense que c'est hyper important d'avoir ton regard aujourd'hui. Alors, pour commencer, alors il y en a qui te connaissent dans nos auditeurs, mais il y en a qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour savoir un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui fait sens pour toi dans tes engagements? Avec plaisir. Tu m'as déjà présenté un peu en introduction. Donc, de formation, je suis psychologue du travail et des organisations. Je suis psychologue diplômé d'État. Je suis aussi ingénieur en maîtrise des risques. C'est une autre voie dans mon parcours initial de formation. Je suis consultant depuis plus de 20 ans, ce que tu as expliqué. J'ai fondé sur ce parcours le cabinet Équilibre, que je dirige aujourd'hui, tout en continuant d'intervenir en tant que consultant. Le conseil, c'est mon métier aujourd'hui. Et j'interviens dans le champ des facteurs humains et organisationnels, si on veut faire simple, mais peut-être que je continuerai de me présenter en fonction des questions que tu pourras me poser. Je suis aussi vice-président de la Fédération des intervenants en risques psychosociaux et je suis très heureux de faire partie de cette fédération. Elle regroupe des cabinets qui sont indépendants, concurrents, mais qui ont su prendre de la hauteur pour développer des échanges de pratiques en confraternité et faire en sorte qu'on puisse se renforcer et s'enrichir mutuellement, et j'y suis très attaché. Alors merci pour cette présentation. Moi, la question qui me vient, c'est qu'est-ce qui t'a amené à vouloir mesurer le facteur humain sous l'angle de la performance? Alors, le facteur humain et organisationnel, si tu me le permets, j'aime Oui. bien voilà, rajouter cette notion d'organisation, surtout quand on s'intéresse au champ du travail. Je rajoute régulièrement quand on voilà, me désigne comme psychologue du travail des organisations, donc je suis très attaché. Je suis convaincu qu'on ne peut pas piloter ce qu'on ne comprend pas et qu'on ne comprend pas ce qu'on ne mesure pas. Alors, ce qui m'intéresse dans la mesure, Johan, et ce que j'ai envie de partager avec toi, je me permets une parenthèse. Quand je parle de mesure, je parle de la mesure au sens large, c'est-à-dire à la fois dans les approches quantitatives et dans les approches qualitatives. Ce qui m'intéresse, c'est donner du relief à l'invisible. Et ce thème de l'invisible, c'est quelque chose que je reprends en fil conducteur dans mes différentes interventions. Et j'ai vraiment envie de rassembler les énergies autour de situations objectivées plutôt que d'assister passivement
voilà, à des scènes de tension en lien avec des écarts de représentation sur des situations qui manquent d'objectivation. Notre point commun à nous en tant qu'êtres humains, c'est qu'on est différents, c'est à la fois notre richesse, notre complémentarité, mais c'est ce qui fait aussi que parfois, eh bien, on peut être en situation conflictuelle, voire en situation de conflit. Ce qui m'intéresse ensuite, c'est pour qu'il n'y ait aucun quiproquo, c'est de ne pas réduire l'humain à un chiffre, hein. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé d'approche quantitative et qualitative, mais c'est vraiment d'offrir des repères utiles aux prises de décision stratégiques et ensuite au pilotage dans la déclinaison de cette stratégie. C'est ce que j'essaye d'incarner avec équilibre. Voilà, mesurer le facteur humain et les déterminants organisationnels, non pas pour le réduire à un chiffre, mais vraiment faire un levier et une source d'opportunité à des orientations stratégiques qui accompagnent une transformation durable et responsable des organisations. Alors, quand tu parles justement de cette notion d'invisible et des facteurs déterminants de cet invisible, est-ce que tu peux nous donner des éléments concrets pour que celles des dirigeants qui nous écoutent, en fait, que ça puisse lui parler en fait sur des aspects de pilotage d'entreprise, par exemple. Qu'est-ce que tu mesures concrètement? Alors, je vais essayer de te faire une réponse assez synthétique. Mhm, Si on prend les indicateurs quantitatifs, exemple, les indicateurs qui sont présents dans les baromètres sociaux qui sont présents dans la plupart des entreprises. Il y a deux sujets. Il y a plus on remonte, voilà, plus on remonte dans la pyramide et dans l'organisation d'une entreprise, plus le nombre d'indicateurs qui vont être restitués, par exemple, mhm, en comité de direction au COMEX, vont se réduire aux indicateurs principaux, passant peut-être à côté de la compréhension plus globale et plus fine de l'interaction entre les dimensions qui ont pu être mesurées. Si je prends un exemple sur la satisfaction globale, en France aujourd'hui, en moyenne, euh, quand bien même les indicateurs sont parfois différents, on a une convergence autour de 80% des personnes qui vont être assez satisfaites à très satisfaites de leur travail au sens global du terme. mhm. Mais ça peut cacher en parallèle un certain nombre d'autres réalités. Dans les chiffres que l'on a communiqués dans le cadre d'un baromètre national qu'on a initié avec Opinionway, on arrive à 80% de personnes qui ont déclaré un niveau de fatigue significatif. On était sur une évaluation sur le premier semestre de l'année 2025. On a 43% des personnes qui ont dit avoir ressenti du mal-être au cours des 6 derniers mois. Je m'arrête là. Il y a d'autres indicateurs en lien avec le stress et certains déterminants des conditions de travail, mais il est vraiment fondamental de réfléchir sur la pertinence de ces indicateurs et au-delà des indicateurs, d'aller observer, écouter le travail au plus près de sa réalisation pour pouvoir à la fois recueillir la perception et le ressenti, mais être en capacité de comprendre le travail réel. Sans compréhension du travail réel, sans mobilisation des indicateurs justes pour objectiver un certain nombre de situations qui par essence sont complexes, on passe à côté de la possibilité de comprendre une très grande part de la réalité de son organisation qui aujourd'hui est soit invisible, soit invisibilisé par défaut de méthode. Et donc, on parle souvent du coût du désengagement. Ça rejoint cette idée-là d'évaluer le coût du désengagement d'une organisation, justement, et de l'inclure dans des indicateurs clés de pilotage ou c'est assez loin de ça. Ça fait partie du sujet. Après, j'entendais dans le titre, en tout cas, dans les objectifs, s'intéresser à l'absence, s'intéresser au désengagement. On est en train de parler de réalité complexe, mais si j'essaye de répondre à ta question, je reviens sur le sujet de l'absence. Mm. Dans les absences au travail, ou l'absentéisme, suivant comment on l'appelle, il y a non pas 100% des situations qui sont liées au désengagement, il y a une partie de ces situations qui sont certainement compressibles et une partie incompressible. La Oui. partie compressible peut être associée au phénomène de désengagement, mais dans le désengagement, il y a aussi toute une partie des personnes qui sont présentes au travail et qui progressivement se désengagent ou ont un niveau d'engagement qui diminue. Le désengagement, c'est lié à un déséquilibre progressif entre les irritants et les satisfactions qui ne les compensent pas suffisamment
et une perte progressive de lien avec son travail. Donc, on connaît aujourd'hui les principales causes, il peut y avoir des causes spécifiques, mais on connaît les principales causes du désengagement. Euh, un travail difficilement soutenable sur les aspects à la fois cognitifs et émotionnels, le fait de ressentir un manque d'écoute, de soutien, de reconnaissance, d'informations utiles pour bien comprendre eh bien, les orientations stratégiques de son entreprise et les informations qui peuvent parfois nous manquer pour bien faire notre travail. Et puis, en matière de sens, le sentiment d'être associé à ce qu'on appelle la qualité empêchée, c'est-à-dire que pour des choix organisationnels en matière d'adéquation des objectifs et des moyens, d'outils mis à disposition, de façon de conduire le changement, on se retrouve à faire un travail d'une qualité qui n'est pas au niveau de celle qu'on pense être adaptée aux enjeux. Et le fait de s'inquiéter ou de se questionner sur son utilité réelle en lien avec son poste, sa fonction ou son travail. Il y en a d'autres, mais celles-ci sont les principales et d'ailleurs on les a identifiées. On les a modélisées à travers nos différentes interventions dans un acronyme qu'on a simplifié, les 3 S, soutenabilité, soutien et sens. Et là, on a 3 catégories majeures de causes racines à la fois du mal-être et du désengagement. Est-ce que c'est évident pour les entreprises, avec ton retour d'expérience, d'arriver à les identifier justement, ces facteurs racines, ou au contraire, c'est plutôt facile? Comment tu vois la maturité des entreprises pour faire ce travail d'identification? Je vois plusieurs choses, alors, plusieurs éléments dans ta question. Je vais prendre si tu veux Mhm. bien. Oui, Est-ce que oui. c'est facile? Est-ce que c'est facile? Non. Non. On est en train de parler ensemble d'un sujet complexe et tu interviews régulièrement d'autres intervenants et c'est bien la complémentarité de nos différentes interventions qui fait cohérence et qui donne de la valeur par rapport à la complexité de ce dont on est en train de parler et la complexité du travail. Après, est-ce que c'est une fatalité de subir aujourd'hui la dégradation que l'on observe en matière de santé, en matière d'engagement, en matière de satisfaction que l'on peut avoir de façon plus fine avec la qualité de la relation avec son organisation, la sécurité psychologique? C'est certainement pas une fatalité, c'est une réalité, certainement pas une fatalité. Mhm. Et est-ce qu'il existe des outils qui sont mis en œuvre dans les organisations? Oui, mais mon observation, puisque tu m'interroges, je vais apporter 2 éléments de réponse. Premièrement, je trouve que dans les sollicitations que l'on reçoit et quand j'échange avec mes confrères, il y a au sein des entreprises qui font appel à nos services ou à notre regard expert, euh, un turnover dans les fonctions qui nous mobilisent. On nous sollicite donc pour mettre en œuvre des actions complémentaires et j'ai quand même le sentiment qu'on assiste à un syndrome du millefeuille où on empile un certain nombre d'actions et le moment où on se pose pour pouvoir faire un audit de l'efficacité ou de l'efficience de l'ensemble des pratiques qui ont été mises en œuvre est quand même plutôt rare. Donc ça, c'est quelque chose que je préconise déjà depuis maintenant 13 ans. Je le date vraiment à partir du moment où j'ai commencé à me rendre compte de cette évidence dans les organisations. J'ai eu peu de succès sur voilà, les 10 premières années de mes préconisations. Je suis plus entendu depuis 3 ans avec un certain nombre d'exemples de clients qui euh, ont mis en place un audit de la réalité, de l'existant de leurs pratiques et de l'efficacité à la fois perçue et réelle des pratiques qu'ils ont mises en œuvre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un sujet de méthode. Mm. Si on s'intéresse à ce qui est invisible, par exemple les causes racines du mal-être, les causes racines du désengagement, les causes racines de l'absentéisme, il y a aujourd'hui des méthodes qui portent l'illusion d'une base scientifique, d'une objectivation, mais qui en réalité vont produire des résultats faux et inutilisables. Pour pouvoir aller chercher les causes racines, il y a des méthodologies rigoureuses qui existent, qui sont au carrefour des méthodologies en psychologie du travail, des méthodologies en contrôle de gestion sociale, de méthodologies en statistique appliquée.
Et donc, c'est bien la complémentarité de l'ensemble de ces expertises qui vient nourrir à un moment donné des méthodologies quantitatives et qualitatives. Il y a d'autres disciplines, je ne veux absolument pas avoir un procès à l'issue de notre podcast Oui. dans des disciplines que je n'ai pas citées, mais que j'invite évidemment à ce qu'on puisse se rejoindre dans cet objectif commun. Donc, je ne rentre pas dans trop de détails des modèles statistiques, mais on a mené des projets avec des organisations sur les dernières années, ouverte à ce qu'on puisse proposer des méthodologies plus innovantes que ce qui se faisait de façon récurrente, en obtenant des résultats qui ont eu un impact vraiment sérieux, à la fois au niveau de nos interlocuteurs RH, mais dans la capacité de convaincre l'ensemble des parties prenantes, à la fois les élus et les représentants du personnel, et les membres du COMEX qui, habituellement, quand on était à la phase du reporting du baromètre social ou d'un certain nombre de sujets RH pouvaient tendre une oreille courtoise dans le meilleur des cas et continuer d'être concentrés sur leurs préoccupations et leurs urgences. Donc, à partir du moment où on mobilise des indicateurs et des méthodologies qui vont aller chercher les causes racines, qui vont venir intéresser au-delà de ce que l'on a l'habitude, on va pouvoir mobiliser différemment, y compris en renforçant les indicateurs par une évaluation économique des effets, des impacts et du retour sur investissement. Je pensais ça aussi, moi je vois dans les retours que je peux avoir, même avec ceux que j'interviewe, c'est cette conjonction en fait entre la performance économique et sociale. Souvent c'était dit loin et c'est intéressant. Maintenant, on voit qu'il y a un début de prise en compte en fait de de cette conjonction de ces deux axes, et les deux se rejoignent. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et l'autre chose que je voulais voir avec toi, te poser la question, c'est que souvent, il y a des audits. Donc en ce moment, il y a beaucoup de sensibilisation sur la santé mentale et je trouve que c'est très bien. Il y a une prise en compte au niveau des audits. Par contre, moi, je vois ce qui pêche beaucoup, c'est la réalisation effective des plans d'action. Et tu parlais de préconisation. Et ça, comment on peut arriver justement à passer ce cap de suivre effectivement le plan d'action, la réalisation effective des plans d'action de préconisation suite à ces audits, parce que c'est ce qui pêche, en tout cas de tout ce que on peut me renvoyer en ce moment. Oui, effectivement. Euh, je peux que abonder dans le sens de ce que tu dis et de ce qu'on t'a rapporté. Parce que si on revient en amont de l'audit, euh, je trouve que ce qui est fondamental, c'est d'être clair sur sur les enjeux, sur ses objectifs. Est-ce que la finalité, c'est de mettre en place un audit ou est-ce que la finalité, c'est de transformer les situations de travail qui méritent de l'être au bénéfice des enjeux, de l'ensemble des enjeux d'une organisation? C'est déjà un point de départ qui est très différent. Oui. Ça, c'est la première chose. Et donc, dans quelle mesure je suis en capacité de prendre la parole quand je fais partie des commanditaires ou des instances de gouvernance pour expliquer l'ambition, pour expliquer l'engagement et positionner l'audit comme une des phases, une des parties à part entière d'un process beaucoup plus global. Donc déjà, dans la sollicitation, quand on nous sollicite sur un audit, quand je pose cette question quelle est la démarche globale à l'intérieur de laquelle s'intègre cet audit? On a souvent des discussions intéressantes parce que les étapes d'après n'ont pas forcément été anticipées ou pensées. Et on me dit, suivant les interlocuteurs, on y réfléchira en fonction des résultats de l'audit, on en discutera. Souvent une perte de temps. Ensuite, dans la mise en place des audits, je vois aussi parfois deux intentions. La première est de mettre en place un audit parce qu'on a vraiment besoin de comprendre, dans une démarche préventive ou en réaction à des indicateurs dégradés, peu importe, mais on a besoin de comprendre. Et parfois, je vois la mise en place d'audits parce qu'on a besoin d'occuper du temps, pas être naïf, sans plus d'intention que de faire l'audit. Donc, on a déjà un élément d'explication dans l'intention et dans la façon de percevoir la finalité. Après, j'en discutais ce matin avec un interlocuteur. Il me disait, moi, dans les audits, ce qui m'importe, c'est qu'on puisse avoir deux niveaux. Un premier niveau
où on est capable d'avoir une première vision globale d'un certain nombre de sujets qu'on pourrait enclencher rapidement dans des actions à efficacité rapide, puis un deuxième niveau d'approfondissement pour éviter qu'on tombe dans le piège d'aller dans 6 mois d'audit pour derrière avoir un plan d'action avec en réalité dans les préconisations des éléments qu'on pouvait mettre en chantier dès le début. Donc, je pense qu'il faut être aussi attentif Eh dans oui. la façon de conduire les audits, à pas tomber dans le syndrome de passer beaucoup trop de temps pour que je te demande ta montre pour te donner l'heure et je ne te donnerai finalement l'heure que dans 6 mois. Voilà, ce n'est pas la demande de nos clients. Ils attendent des préconisations concrètes, mais derrière, préconisations concrètes dit budget, souvent, dit arbitrage. Tous nos interlocuteurs RH n'ont pas 100% la main pour Non. pouvoir arbitrer les engagements budgétaires. Et donc, comme on le disait plus tôt, il faut pouvoir expliquer et argumenter quel va être le retour sur investissement des actions et des plans d'action qui vont pouvoir être mis en œuvre. On sait de sources sérieuses, sans les citer individuellement, mais en convergence, qu'un plan d'action bien adapté aux causes racines à l'issue du diagnostic peut être associé à un retour d'investissement en moyenne de 4 euros pour 1 euro investi à partir du moment où il va être évidemment ajusté sur le résultat de l'audit. Le passage à l'action, il est conditionné par, je redis ce que j'ai dit, une volonté de passer à l'action. Ça peut paraître une évidence, mais c'est quand même important de le dire. Il est conditionné par le fait de dépasser une liste d'intentions pour la transformer dans un plan d'action réel, c'est-à-dire avec des pilotes, avec des échéances, avec des indicateurs de moyens, des indicateurs de résultats quantitatifs, qualitatifs, et puis un budget, on en a parlé. Et derrière, quand on arrive à passer cette étape-là, ce qui n'est pas si évident, mais le PAPRI Pacte peut aider dans le plan annuel de Oui. prévention des risques, puisqu'il doit comporter l'ensemble de ces mesures, c'est quel est le niveau d'animation d'animation, d'accompagnement, de suivi de la mise en œuvre de ces plans d'action. Et dans les entreprises qui ont été meilleurs élèves et qui ont passé l'étape de la formalisation d'un plan d'action en bonne et due forme, j'en rencontre beaucoup qui m'appellent à la fin de l'année en disant du coup, on a laissé passer le temps, il nous reste maintenant 1 mois ou 6 semaines, il faut vraiment qu'on avance sur les actions sur lesquelles on s'était engagé il y a 10 mois en arrière. Voilà. Donc, ça, c'est aussi une réalité qui fait qu'au final, entre le besoin, la mise en place d'une évaluation, l'élaboration d'un plan d'action, la mise en œuvre des actions et la réévaluation nécessaire de l'impact des actions par rapport à la situation initiale, il y a beaucoup d'écueils et aujourd'hui, c'est une source de progrès qui est extrêmement importante si on veut obtenir des résultats. Si on ne met pas ensemble l'ensemble de cette démarche dans un cycle et dans plusieurs cycles en réalité d'amélioration Ouais. continue, alors on peut espérer, mais on n'obtiendra aucun résultat. Donc, si je comprends bien, il faut vraiment que arriver à ce que les leaderships soient mobilisés à toutes ces périodes cycliques, du coup, pour pouvoir avoir une animation efficace et donc avoir une capacité de mobiliser les acteurs et même les strates intermédiaires, en fait, du coup, les managements de Oui, proximité. oui, et comme c'est le cas sur d'autres Mm. sujets dans l'entreprise, sans forcément qu'on se C'est dise vrai. qu'il faille une science incroyable ou de nouvelles compétences pour faire tourner un système de management de la qualité ou à un moment donné le pilotage des risques financiers ou du résultat en fonction des opérations. C'est mettre en œuvre un système de management qui intègre la prévention des risques humains, et l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail. Voilà. Et donc, ces compétences existent, mais ne sont pas toujours les compétences des personnes qui sont mobilisées sur peut-être voilà, les filières attachées au pilotage de la performance de ces risques. D'où la nécessité que l'ensemble des acteurs de la gouvernance travaillent ensemble, mettent en commun leurs compétences pour pouvoir piloter ces risques si spécifiques et qui correspondent voilà, aux premiers capitaux immatériels de chaque organisation. Alors, tu sais, on parle de plus en plus d'intelligence collective. Est-ce que c'est un facteur pour toi important, enfin une ressource importante dans justement la réalisation de ces plans d'action effective, avec peut-être une décentralisation de, des responsabilités, une délégation peut-être plus forte?
Est-ce que cette intelligence collective, ça peut être une ressource à utiliser dans ce contexte-là, dans la santé au travail, ou est-ce que c'est plutôt porté par un top management? C'est les deux. C'est les deux. Euh, il y a, pour qu'il y ait à un moment donné, pour qu'il y ait le développement d'une culture, elle doit être incarnée. Il doit y avoir de l'impulsion. Derrière, il faut la faire vivre en mobilisant l'ensemble des forces vives d'une organisation qui ont nécessairement de la complémentarité. Après, ça s'anime. Donc, l'impulsion, c'est aussi accompagner parfois des changements de culture de la fonction managériale pour être en capacité d'animer l'évolution d'une organisation entre on va dire, on va faire ça de façon très simple, mais une organisation très pyramidale versus une organisation plus circulaire en fonction des activités, faire vivre la coopération avec des repères et des valeurs qui sont propices aux principes d'action et de comportement. Et après, je vois parfois la mise en avant de l'intelligence collective, tu vois, plutôt comme euh, une caution de communication. C'est-à-dire, il y a des mots-clés qui font en sorte que tu as plus d'écoute, intelligence collective, écoute, co-construction, etc. Mais c'est important je pense, de garder de la lucidité sur est-ce qu'on n'est pas en train euh, comment je vais dire ça, de façon euh, diplomate, faire faire le tour du rond-point en utilisant ces concepts, ou encore une fois, quelle est l'intention de départ? Est-ce que, en mettant en place de l'intelligence collective, on a la réelle intention de développer de l'épanouissement et de la performance? Je vois parfois la mise en œuvre d'ateliers voilà, qui font appel à l'intelligence collective, euh, sans forcément qu'on ait clairement identifié quels étaient les objectifs. Est-ce que l'intelligence collective, on la mobilise à un moment donné sur le quoi? Est-ce qu'on la mobilise sur le comment? Est-ce qu'on la mobilise dans le retour d'expérience de l'efficacité de ce qu'on a mis en œuvre? Tu vois, ce dont on Mhm. parlait en fonction des différentes étapes d'une démarche, on peut ou pas mobiliser l'intelligence collective. L'intelligence collective, elle va prendre peut-être au démarrage plus de temps. Donc, comme on est quand même dans beaucoup d'activités, dans une culture de l'immédiateté, voilà, il faut pouvoir avoir une vision à plus long terme pour nourrir des projets d'intelligence collective. Et en même temps, le raccourci, c'est-à-dire faire seul, euh, faire plus vite, n'est pas celui qui va sauver la pérennisation de nos organisations. Donc moi, je suis pour l'intelligence collective, mais je suis pour l'intelligence collective à partir du moment où les objectifs, les intentions, les engagements sont suffisamment clairs. Effectivement. Et mais ça rejoint justement les constats qu'on fait de plus en plus et par rapport à cette notion d'intelligence collective, euh, parce que souvent c'est pas toujours affecté au bon sens, aux bons objectifs. Donc je suis content que tu puisses le mentionner, parce que c'est Et vrai une que c'est un mot forme, qui est galvaudé un petit peu de plus en plus. oui, et une forme de lucidité. Parce que, Oui, en fait, je ne sais pas comment l'exprimer, parce qu'au fur et à mesure des missions, des retours d'expérience, ma pensée se construit et des rencontres que je peux faire. Euh, Tu vois, c'est comme dans le concept de bienveillance. mhm, En réalité, pour moi, dans la façon dont je conçois la bienveillance, la lucidité est intégrée dans ce concept de bienveillance. C'est ni de la gentillesse, ni de la complaisance. La bienveillance en situation de travail intègre nécessairement la question de la lucidité. Et d'ailleurs, la lucidité sans bienveillance amène à une forme de brutalité. Donc, pourquoi je te dis ça? Parce que on était en train de discuter de l'intelligence collective. Euh, J'observe parfois la mobilisation de l'intelligence collective comme un peu le concept magique en situation de tension c'est ça. sociale où on se dit, si on parle d'intelligence collective, si on parle de co-construction, on va pouvoir souffler, on va créer de l'engagement, on va créer de l'adhésion, on va créer de la satisfaction. Sauf que l'intelligence collective, sans éclair de lucidité ou sans éclair de précision sur les intentions, les engagements, les moyens disponibles, d'où on part, où on va,
et quel est le cadre à cette intelligence collective, ça peut être parfois une perte de temps et souvent une création d'encore plus de frustration. Et des salariés qui ont un peu l'impression parfois d'avoir été pris pour des imbéciles et qui n'ont pas envie d'y revenir une deuxième fois. Et c'est vrai que dans cette ère de la communication, on est beaucoup dans des effets de marketing du langage. Et souvent, en fait, derrière le marketing, il manque de la consistance. Et c'est pour ça que c'est important, je trouve, que tu fais de le rappeler, c'est de bien mettre des objectifs, du sens, et de raccorder en fait les effets d'annonce avec la réalité. En fait, c'est d'aller jusqu'au bout des choses. Et ça, on en a besoin. Donc, Oui, ce sont des moyens, ça que l'intelligence collective, c'est pas la finalité. Faire un audit, c'est pas la finalité. Voilà, c'est c'est. ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce que tu as quelque chose justement à nous partager, un retour d'expérience marquante par rapport à une intervention que tu as faite dans ce cadre de cette thématique justement, de, de la notion en fait de performance économique et performance sociale et de retour de sensibilisation d'un de tes clients qui t'a marqué toi? J'en ai beaucoup Mhm. et j'espère en avoir de plus en plus en lien avec les retours d'expérience. Euh, alors, je m'explique. Pourquoi j'espère en avoir de plus en plus? Parce que la réalité de la mobilisation d'un cabinet comme Équilibre, identifié comme un expert de la prévention des risques psychosociaux, de l'absentéisme, de la qualité de vie et des conditions de travail, c'est qu'aujourd'hui, Équilibre existe depuis 2012. Globalement, sur les 10 premières années de vie d'Équilibre, dans 80% des cas, on est sollicité en situation d'urgence individuelle et ou collective pour venir mettre en place du soutien, des formations et des audits euh, en situation d'urgence, en situation fortement dégradée. Seulement 20% des personnes qui font appel à nous par anticipation en disant on aimerait réfléchir avec vous sur la façon dont on va pouvoir faire le retour d'expérience de notre système, travailler ensemble à partir de 2026 sur 3 ans avec un réel suivi de l'impact des mesures que l'on va mettre en œuvre pour pouvoir les suivre. Donc ça, c'est déjà un constat que je te partage. Et ce Mhm. constat que je partage, au-delà des effets d'annonce, je pourrais dire quelque chose de tout à fait différent à finalité très commerciale. Mais j'échange avec beaucoup de confrères et sans les citer évidemment, mais dans l'intimité de nos conversations, c'est quand même une situation globalement partagée des cabinets qui portent notre spécialité. Donc déjà, Oui. ma réflexion, c'est euh, d'identifier comment porter, au regard de l'expertise accumulée, ce sujet à un niveau plus stratégique et donc plus dans l'anticipation. Participation. Voilà, ça Eh oui. rejoint ce qu'on disait au début. Après, par rapport à ça, j'ai quand même la chance d'avoir pu participer à des projets qui ont intégré une première évaluation, une réévaluation. Les effets positifs que l'on a pu mesurer sont principalement par rapport au taux d'absentéisme dans les indicateurs qui ont été mobilisés, euh, au taux de satisfaction, d'expression d'engagement, de qualité de la relation avec le management de proximité, de fierté d'appartenance dans l'entreprise. Aussi, l'ensemble des indicateurs euh, que tu peux retrouver dans le bilan social des entreprises de plus de 300 salariés, hein, parce qu'on parle de Mhm. santé, mais aussi en termes de sécurité sur l'accidentologie, Méthodologie. sur le turnover. Donc, un certain nombre voilà, d'améliorations sur des indicateurs clés, plus dans les organisations dans lesquelles on a évalué euh, ce qu'on peut appeler d'une certaine façon les grandes catégories de facteurs de risques psychosociaux, mais que je vais aussi, pour la première fois, nommer différemment dans ton podcast, Mhm. les forces vitales du travail. Et je pense que cette fois-ci, cet effort euh, de communication sur ce que représentent ces facteurs de risques psychosociaux, ce n'est pas des sujets qu'on doit absolument évaluer quand les choses vont mal. Les forces vitales, si je prends le V, et je vais te l'expliquer, c'est les valeurs. C'est à la fois une catégorie de facteurs de risque psychosociaux, mais c'est aussi une source de déterminants de qualité de vie et de conditions de travail. Le I, c'est l'intensité du travail. Le T, c'est les temps de travail. Le A, c'est l'autonomie. Le L, c'est le lien social. Le E, c'est l'exigence émotionnelle. Le S, c'est la sécurité socio-économique ou la sécurité psychologique.
On a là les sources vitales, les forces vitales du travail que l'on peut évaluer et que j'invite à évaluer de façon périodique. Pas juste les 5-10 indicateurs dans les baromètres sociaux, une évaluation de l'ensemble de ces forces vitales qui permettront de répondre à la fois à la prévention des risques psychosociaux et au développement des déterminants de qualité de vie et conditions de travail. Et donc, je peux te citer une entreprise qu'on a accompagnée, dont on a fait le bilan il y a un mois, qui est une entreprise industrielle française. Et au bout de 14 mois, on devait faire une évaluation au bout de 12 mois, au bout de 14 mois, il y a moins 25% d'absentéisme et globalement, il y a plus 20 points d'engagement, plus 20 points de fierté et une diminution, euh, euh, enfin une amélioration, si tu veux, de la soutenabilité, du soutien et du sens, qui étaient voilà, les 3 S dont je te parlais, et globalement des forces vitales quand on les évalue dans l'ensemble. Mais principalement, ces 3 S voilà, se sont améliorés. On a d'autres retours d'expérience d'intervention dans des situations dégradées, dans lesquelles, entre les deux, on a fait appel à des partenaires pour pas qu'on soit en situation de conflit d'intérêts. On a fait la première évaluation, on a fait la deuxième évaluation très indépendante et on a activé voilà, des programmes de coaching, d'accompagnement de la posture managériale, de formation de l'ensemble des acteurs sur les principes d'une communication sereine, alors qu'on appelle la communication non Non violente. Mais violente. voilà, les personnes qui ne connaissent pas le concept de communication non violente, symboliquement, sont pas très motivées, sauf celles qui le connaissent pour rentrer dans le programme, parce qu'elles ont l'impression voilà, d'être jugées sur une violence supposée et qu'on les invite à devenir moins violentes. Mais on va dire les principes de CNV, des ateliers sur la clarification des rôles et des responsabilités à titre d'exemple, et d'autres mesures qui étaient dans le plan de prévention. Et là, j'ai rendu lundi une réévaluation. On avait plus de points de satisfaction globale en 7 mois cette fois-ci. Plus Ah de ouais. points de satisfaction globale. On avait une diminution drastique des situations de mal-être. On est passé de 25% de personnes qui avaient déclaré des situations de mal-être à 5% de personnes qui ont déclaré des situations de mal-être. Et sur l'exposition aux 3 S, aux critères, Mhm. euh, aux causes racines, pardon, du désengagement ou du mal-être, eh bien, l'exposition avait drastiquement diminué par rapport à l'exposition aux déterminants négatifs. Donc, on a dans cette situation, après 7 mois, une amélioration très claire, des personnes qui voulaient quitter l'entreprise et qui sont prêtes à continuer, avec une confiance qui s'est reconstruite, mais si on reste lucide, et pour être cohérent avec ce qu'on avait dit plus tôt, une situation de transition qui reste fragile et qui est à consolider dans les 6 prochains mois, avec l'invitation à ce qu'il y ait une réévaluation dans 6 mois souhaité par la direction générale de l'entreprise, les partenaires sociaux et la direction des ressources humaines, et accepté par l'ensemble des parties prenantes. C'est pas évident quand tu es en situation de management d'avoir à un moment donné voilà, un regard porté sur toi. Et je pense que les conditions dans lesquelles on fait cet exercice, évaluer pour sanctionner ou évaluer pour accompagner, c'est très important. Voilà. Et ça, dans le cadre que l'on pose de cette évaluation, l'inscrire dans un accompagnement global, ça donne de l'oxygène, ça donne de la marge de manœuvre et ça permet de construire à la fois de la résilience et à la fois de créer de la santé plutôt que de la détruire. Il y a une question qui me vient en t'écoutant, Jean-Christophe, c'est que tu sais, de plus en plus, on a des baromètres sociaux, alors avec différentes teintes, différents modèles, au égal Gola qui est derrière, au Karasek étendu, enfin, voilà, des termes même un peu plus loin, et qui évaluent la perception aussi des collaborateurs par rapport à leur travail. Est-ce que tu penses, moi, je réfléchis en même temps que toi, hein, que ça peut être pertinent de l'intégrer, d'avoir la possibilité d'évaluer, donner leur perception régulièrement, par exemple toutes les semaines, tous les mois, ou est-ce que c'est plus pertinent en fait de les espacer sur des temporalités comme le trimestre ou un semestre pour pouvoir opérer des actions efficaces? Est-ce que c'est souvent la question qu'on m'a posé ça, et c'est vrai que j'ai pas vraiment réfléchi et je te la soumets justement. Qu'est-ce que tu penses toi de tout ça? Moi, j'ai aucune hésitation dans la réponse, mais vraiment aucune hésitation espacée de façon périodique. Ok. Tu vas avoir à un moment donné un phénomène de lassitude ou un phénomène d'habituation qui fait que
soit tu arrêteras de répondre, ou si tu as peur qu'en ne répondant pas parce qu'il y a un suivi voilà, d'effectifs trop restreint et que tu peux être identifié, tu Mhm. répondras et tu finiras par répondre ce que tu penses que l'on attend que tu répondes. Ça. Donc, il faut pouvoir articuler différents dispositifs. Le pilotage, en fait, là on parle des indicateurs, mais tu parlais un peu plus tôt du pilotage de la performance sociale et économique. Il y a Mhm. un certain nombre d'indicateurs dans le pilotage de la performance économique. Dans le pilotage de la performance sociale, il ne peut pas y avoir euh, voilà, non plus un seul indicateur ou un fait magique. Il y a une vraie ingénierie à mettre en place. Comme je le disais, les expertises existent. Après, il faut s'entourer. C'est aussi un principe de leadership important. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes et des bonnes compétences pour construire ce système d'indicateurs. Et comme je te le disais plus tôt, je suis convaincu que, à l'instar de la complémentarité entre le contrôle de gestion classique et le contrôle de gestion sociale, il y a voilà, une vraie réflexion à mener dans les organisations sur un tableau complet d'indicateurs qui se suivront pour chacun avec des périodicités différentes. Mhm. Hein, si on prend je te le disais plus tôt, les indicateurs en lien avec le pilotage, contrôle de gestion sociale, ou qu'on peut trouver dans le bilan social de l'entreprise, taux d'absentéisme, taux de rotation, fréquence et gravité des accidents du travail, à titre d'exemple. On a Mhm. bien évidemment aussi les indicateurs qu'on va appeler indicateurs de risques psychosociaux, de qualité de vie et conditions de travail, si je fais simple, ce que j'ai nommé dans ton podcast pour la première fois, les forces vitales du Vital. travail. Hein, les valeurs, le suivi de l'intensité, de ce paramètre de la charge de travail, le suivi des temps, des équilibres entre la vie pro et la vie professionnelle, des horaires au sens global du terme, l'autonomie, le lien social, tout ce qui concourt au lien social, la relation avec le management en fait partie, avec ses collègues, bien entendu, la reconnaissance fait partie aussi du lien social avec les autres, avec son organisation, les exigences émotionnelles, et puis la sécurité socio-économique et plus globalement la sécurité psychologique. Donc ça, c'est des indicateurs à suivre. Et puis, il y a aussi des indicateurs, pour moi, de cohérence entre les annonces et la réalité de la mise en mouvement de la gouvernance, à la fois sur des fondamentaux de conformité, Mhm. document unique d'évaluation des risques Pas de professionnels, pacte. pas Ouais. pris pacte à titre d'exemple et d'autres, mais sur la mise en œuvre d'un système dans lequel on a des instances de gouvernance dans l'organisation, comité de direction, COMEX. On a bien évidemment les CSSCT et les CSE, mais la possibilité de les réunir dans une commission paritaire et pluridisciplinaire de pilotage de ce sujet, c'est une bonne initiative. Et on peut aussi avoir des indicateurs associés à cette commission, à sa régularité, à son fonctionnement, etc., etc. Oui, c'est adapté au cas par cas en fonction du contexte de l'entreprise. Et il n'y a pas de recette magique. C'est ça qui est important à voir, je pense. Bien évidemment. Est-ce que comme on avance dans l'émission, est-ce que tu aurais, si on se fait une petite projection de l'entreprise d'ici, allez, on va pas aller très loin, on va aller jusqu'à 10 ans. Est-ce que tu vois, toi, des marqueurs forts en ce moment euh, qui traduisent une évolution de cette conscience de l'entreprise ou une maturité par rapport à ces sujets? Est-ce que tu as des indicateurs déjà, alors pas forcément chiffrés, mais des indicateurs de changement de conscience par rapport à ces sujets qui te permettent d'être optimiste ou pas hein, sur l'évolution de la maturité des organisations par rapport à ces sujets? Mhm. Alors, sur ces thématiques-là, nos interlocuteurs historiques, si je regarde sur les 10 premières années, alors, tu vois, les 10 premières années d'équilibre, ça nous amène jusqu'en 2022. Donc, je vais dire, voilà, en tout cas, dans les 10 premières années, les 9 premières années, et puis la suite, c'est post-crise sanitaire. Mhm. Nos interlocuteurs étaient et sont, hein, toujours en grande partie, euh, des RH, directrices, directeurs des ressources humaines, membres en tout cas des équipes RH, des représentants du personnel. Ça, c'est nos interlocuteurs historiques qui sont toujours nos interlocuteurs. Les petites entreprises et moyennes entreprises faisaient peu partie de nos clients parce que dans ces entreprises, en fonction de leur taille,
la fonction RH, au-delà de l'administration du personnel, n'y était pas toujours représentée. Un indicateur sur l'évolution de la prise en compte de ce sujet, c'est pour moi le fait qu'on soit aujourd'hui contacté par soit des élus de petites entreprises qui étaient moins mobilisés sur ces sujets, soit par des RH de petites entreprises qui, au-delà des fonctions d'administration du personnel, voilà, ont étendu leur scope d'intervention à du développement RH, mais aussi par beaucoup de dirigeants qui, peut-être pas dans leur première prise de contact, mais euh, quand on s'est rencontrés une ou deux fois dans la confidence, voilà, dans une confidence professionnelle, nous confient être perdus dans la compréhension d'un certain nombre de phénomènes au sein de leur entreprise. Et ils s'interrogent sur plusieurs choses. Ils s'interrogent sur l'impact de la société, de l'environnement même de l'entreprise sur les comportements individuels et les menaces qui pèsent sur l'entreprise visible et invisible. Ils s'interrogent sur la capacité des fonctions RH à pouvoir être les gardiennes de ce sujet. Mais quand on dit les gardiennes de ce sujet, on voit bien qu'on a une posture assez défensive en réalité de la C'est thématique. vrai. Et puis des phénomènes qu'ils ne comprennent pas dans la difficulté d'attractivité, dans le fait que des personnes quittent leur emploi alors qu'on n'identifiait peut-être pas de signes précurseurs. Bon, la liste, on pourrait la compléter. Donc, ce dont on est en train de parler, ou le potentiel d'expertise, de connaissance dont on est en train de parler, que je porte à titre individuel, mais surtout à titre collectif, que ce soit avec équilibre ou euh, au regard des différents cabinets, confrères qui font du très bon travail, quand bien même concurrents. Mais ce qui m'importe, c'est comment on peut agir globalement pour avoir un impact réel sur les organisations au regard du sujet dont on est en train de parler. C'est besoin de comprendre ce qu'on ne comprend pas. Et c'est invisible qui n'était peut-être pas abordé, un, par une surmobilisation des méthodes quantitatives et une surmobilisation de méthodes quantitatives avec une réduction des indicateurs pas forcément toujours pertinents, à la fois dans leur nature et peut-être en manquant de pertinence dans leur analyse, un sous-investissement de l'écoute du travail réel et de son observation, eh bien, on a dévié de la capacité de comprendre et de suivre ce qui s'immisce, ce qui s'installe progressivement dans le travail réel, dans l'individualisme, dans la perte du lien, dans la perte du sens. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont déjà en train d'en payer le prix. D'où un appel que j'ai déjà mentionné, que je réitère grâce à ton invitation, c'est une urgence de se mobiliser et de mobiliser les bonnes compétences dans une démarche qui doit permettre à la fois de nourrir évidemment la prévention des risques, mais je reste persuadé que ce dont on est en train de parler, au-delà d'être une démarche de simple prévention, peut contribuer à construire de la santé. Je fais partie des personnes qui pensent que le travail peut construire de la santé, et ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que majoritairement, on voit une évolution de la souffrance, on voit une évolution de la fatigue. On est dans une spirale un peu négative, à la fois au sein des entreprises et peut-être plus globalement dans la société, qu'il y a voilà, nécessité d'inverser. Et il y a toutes les compétences dans notre pays et toutes les expertises, si on veut vraiment, et je reviens à l'intention initiale, si on veut les réunir, si on rentre dans une dynamique d'investissement pour pouvoir les mobiliser et pour pouvoir agir. C'est ton travail aussi, à travers voilà, ton engagement, les interviews que tu mènes, et je t'en remercie. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse travailler ensemble à partir du moment où on le décide. Je suis très heureux que tu conclues sur ce message de la fin parce que en fait, c'est le nerf de la guerre et c'est comment être mobilisé et réactiver ce leadership. En tout cas, je te remercie pour toute cette analyse. Je pense que ça va beaucoup intéresser nos auditeurs. En plus, on a fait le lien avec beaucoup de choses et c'est ça que j'aime bien dans l'esprit de cette émission, c'est que ce sont des sujets complexes et quand il faut rentrer dans de la pédagogie, je trouve que tu le fais bien justement et en plus, tu as ce regard
en tant que président justement d'un regroupement de confrères. Donc je trouve que c'est d'autant plus intéressant d'avoir cette hauteur. Donc je te remercie beaucoup, Jean-Christophe. Vice-président, je veux pas Par avoir vice-président, autant de pour moi. problème. Autant pour... Je vais me faire tirer les oreilles par le président. Donc La présidente, en l'occurrence, voilà, Isabelle Tarty, que je salue, qui fait un travail remarquable en tant que présidente de la FIRSP, l'ensemble de mes confrères, voilà, avec qui on œuvre ensemble régulièrement et voilà, on travaille autant qu'on le peut et je suis fier de ce qu'on arrive à faire ensemble et on livre voilà, aussi des éléments visibles de notre travail, à la fois dans l'analyse que l'on peut faire des évolutions de société, les notes que l'on peut transmettre à qui de droit, et puis les guides pratiques que l'on produit maintenant voilà, depuis une dizaine d'années, où l'ensemble des consultantes et des consultants volontaires des différents cabinets se réunissent pour voilà, partager leurs expertises et produire un livret à vocation utile et concrète, gratuit, téléchargeable sur le site de la FIRPS, firps.org, à destination de l'ensemble des organisations privées et publiques. Et si tu me permets, je pense vas-y. qu'au regard de tout ce que l'on a dit, ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est que je suis convaincu que la santé du travail, alors la santé au travail, des personnes au travail, mais la santé du travail, c'est aussi un indicateur de la santé de notre pays. Et pour moi, c'est un sujet suffisamment sérieux et mobilisant pour ne pas en faire un accessoire, ni de communication, ni d'artifice dans des moments où on a besoin de mobiliser des consultants experts et acheter un peu de paix sociale. C'est une mission de plus de 20 ans, tu l'as dit, et certainement une mission qui va m'accompagner jusqu'à la fin de ma vie professionnelle. La santé du travail, c'est un très bon indicateur de la santé de notre pays. Et plutôt que de limiter le déclin de cette santé, œuvrons ensemble à faire en sorte que le travail construise de la santé. Et pour compléter ce que tu dis, moi je constate de plus en plus que à la fois au niveau des salariés, mais à toutes les strates de l'entreprise, il y a une quête de sens, même au niveau individuel, sur l'épanouissement au travail. C'est-à-dire qu'est-ce que représente le travail dans ma construction d'être. Et de plus en plus de salariés se posent la question. Et je trouve qu'on arrive à une conjonction entre tout ce qu'on s'est dit et puis la volonté des individus aussi de se sentir mieux dans cette quête de sens. En fait, on arrive à un faisceau commun. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'avec tous ces acteurs et toutes ces compétences dont on a vraiment toutes les clés pour peut-être franchir un palier de maturité et aller vers sortir de l'aspect réglementaire et aller vers quelque chose de plus épanouissant. Donc, on y vient là. Je pense qu'on est sur la bonne période. En tout cas, J'espère. merci infiniment Jean-Christophe pour ta participation. C'était un plaisir. Tu reviens quand tu veux. Si tu veux nous parler de sujets, voilà, d'idées qui te traversent l'esprit, ça fait grand plaisir de t'accueillir dans l'émission. Et n'hésite pas si tu veux conclure par un mot de la fin avant de nous quitter. Je te remercie pour ton invitation. Je pense on a déjà voilà, développé beaucoup de sujets. Et si tu me relances, je crois que je peux encore parler facilement 1 heure qui rentrera pas dans le format. Donc, merci beaucoup pour ton invitation et merci pour le travail que tu fais et pour voilà, nous permettre de nous enrichir. J'ai écouté les autres épisodes et les personnes que tu reçois. C'est très intéressant et on porte tous une partie de la solution. Et donc, j'aspire à ce qu'on ait autant d'occasions que possible de se réunir, quand bien même on a tous des réalités économiques, on dirige des structures, on a besoin de faire vivre nos structures, mais je reste convaincu que la meilleure façon de faire vivre les sujets que l'on porte, c'est d'avoir des opportunités de se rassembler, parce que l'accompagnement du travail et des sujets dont on est en train de parler est nécessairement pluridisciplinaire. Tu parlais d'intelligence collective, mais je crois en tout cas beaucoup dans l'intelligence collective au regard des experts. Voilà, l'expertise est nécessairement collective. Merci Jean-Christophe pour ce mot de la fin. Et vous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous pour de nouveaux interviews, nouvelles horizons, nouvelles visions. Et j'ai toujours autant de plaisir à participer et à partager tout ça avec vous. Sur ce, à très bientôt Jean-Christophe. À bientôt. Et merci à tous les auditeurs. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Capital Humain 3.0. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis ou un commentaire. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et bien sûr de le faire rayonner. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur Ocha via le lien en description.
Et si vous souhaitez réagir, proposer un thème ou intervenir dans un prochain épisode, contactez-moi directement sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur du capital humain.